Régulation, co-régulation, autorégulation des émotions. Quelle place devraient avoir les émotions de nos enfants? Observer, nommer, accueillir, comment tout ça se fait. J'ai placoté de tous ces thèmes avec Élisabeth Simard, autrice de Vivre simplement et du blog Ruban Cassette. Bienvenue à La nature de l'enfance. Salut Elisabeth! Allô Anne-Marie! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Bien, merci de m'accueillir, c'est tout un honneur. C'est vraiment un plaisir de pouvoir prendre le temps de jaser plus avec toi. On va se le dire, là, ça fait déjà comme 15-20 minutes qu'on jase de toutes sortes d'affaires. Fait que là, on va s'enligner un peu plus sur notre sujet. Mais avant, j'aurais envie de te présenter un peu, puis de te laisser de la place pour que tu nous expliques ce que c'est ta formation, puis ce que tu fais. Moi, je t'ai découvert, c'est ça, il y a vraiment déjà de nombreuses années avec ton blog, Ruban Cassette, que j'ai découvert dans un moment de ma vie. Là, je t'en glissais un petit mot tantôt. Là, c'est dans un moment où, en fait, j'arrivais pas encore à avoir d'enfants. Puis, il y a... La vie me laissait croire que peut-être ça arriverait pas. Puis, j'avais besoin de donner du sens à plein de mes gestes quotidiens, puis j'avais eu beaucoup de réflexions justement sur la simplicité, puis l'impact de mes gestes au quotidien sur l'environnement. Puis j'ai fini par croiser ton blog, tes réflexions, tes façons de créer au quotidien, puis ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Mais maintenant, tu aussi partages... il y a Vivre simplement, il y a le slow parenting, mais justement cet aspect de parentalité-là que tu as développé un peu plus. Alors, où tu as appris? Qu'est-ce que tu as comme formation? Pour la parentalité comme telle? Plus en lien avec la parentalité. Bon, on va le casser, on va le dire tout de suite. Là, je suis un peu geek, fait que, tu sais, dans le fond, j'ai lu, étudié de façon autonome au départ, quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon premier enfant. Juste comme un peu ce qui est ton phénomène là, d'une passion qui a apparu sur tout ce qui concernait la parentalité, le développement de l'enfant, et les pédagogies, tout ça. Puis j'ai quand même une formation basée sur la science. Fait que tu sais, j'aime beaucoup aller comme à la source, fouiller. Ouais. Et donc ça a été une grosse partie de mon cheminement. Dans ce temps-là, c'était pour juste explorer la parentalité puis apprendre à mieux formuler comment je me sentais par rapport à mon nouveau rôle puis à comment le vivre au quotidien. Puis, fait qu'au début, c'était vraiment pour moi et pour explorer. Puis moi puis mon chum, on avait des idées, on a toujours des idées préconçues. Fait qu'on avait certaines idées préconçues puis des valeurs qui étaient vraiment importantes pour nous. Puis ça a été un moyen aussi de consolider les valeurs qu'on voulait poursuivre, pas les mettre de côté parce qu'on devenait parents, et aussi briser certaines idées préconçues ou les valider dans certains sens aussi, parce que c'est pas parce que c'est une idée préconçue que c'est mauvais non plus. Oui. Bon. Donc ça a été comme ça que ça a commencé. Puis en parallèle, j'avais tout mon processus de simplicité familiale qui était bien en cours. Et un jour, ça allait vraiment bien aussi. Puis ça, pour moi, c'était tout ça allait vraiment ensemble. Tout ça créait beaucoup de sens pour une vie de famille plus harmonieuse, plus simple, moins de chaos. Un chaos qui est souvent imposé par justement les idées préconçues de la société dans laquelle on baigne en ce moment ici. Ça change d'une place à l'autre. Puis à un moment donné, je suis tombée sur le livre Simplicity Parenting de Kim John Payne. Puis ça a été la première personne qui mettait des mots dans un livre écrit par un médecin, tout d'un coup, sérieux, exactement mon processus de simplicité que j'avais entamé. Fait que je suis allée faire sa formation de Simplicity Parenting. Fait que je suis un Simplicity Parenting Family Life Coach, quelque chose du genre. Formée par lui. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. J'utilise pas le titre, fait que je m'en rappelle pas. Je suis allée faire cette formation-là pour justement me dire, dans ce temps-là, mon blog allait bon train, si je peux dire. Puis je recevais beaucoup, beaucoup de questions. Les parents s'intéressaient de plus en plus à ce que je partageais d'un point de vue très, très personnel. Puis je me sentais très imposteur de les aider là-dedans. Fait que je me suis dit, je vais aller faire cette formation-là, ça va me
me donner confiance, me donner des outils qui me manquent, des choses comme ça. Fait que ça a été mon premier comme pas vers une offre plus... d'offrir, en fait, de l'accompagnement à des parents. Puis après ça, j'ai continué à étudier de façon autonome. Puis après, j'ai fait la formation du docteur Shefali Tsabary en Conscious Parenting Coaching. Fait que je l'ai traduit en parentalité consciente. Ouais. Même si dans ses traductions à elle n'utilise pas cette expression-là, mais c'était pas vraiment utilisé. Fait que j'ai fait cette formation-là de son institut. Puis là, ça m'a vraiment apporté énormément. C'est tout un chemin transformationnel pour me concentrer à offrir des offres vraiment pour le parent. Ouais. Puis ça venait, ce que ça a venu faire beaucoup pour moi, c'est de joindre les deux pôles qui, je trouve, sont indissociables. Je trouve que beaucoup dans le monde de la parentalité, on va parler beaucoup du développement de l'enfant, mieux comprendre l'enfant, puis c'est vraiment extraordinaire, c'est nécessaire. Juste en apprendre plus sur le développement de l'enfant va nous permettre de briser beaucoup d'idées préconçues puis d'avoir déjà un meilleur accompagnement de l'enfant. Ou on parle juste de la charge mentale puis de la santé mentale des mères en particulier, ce qui est vraiment très, très important. Mais ce que je trouve vraiment rare, c'est qu'on joigne les deux pôles ensemble en parallèle parce que c'est un processus qui doit se faire ensemble. Tu peux pas attendre d'être vraiment bien puis d'avoir pris complètement soin de ta santé pour accompagner ton enfant qui est déjà là. Tu sais, ça doit se faire ensemble, puis c'est un défi. Puis c'est ça fait que l'Institut du docteur Shefali m'a vraiment permis d'apporter cette consolidation-là. Moi, je trouvais que c'était ça qui me manquait parce que c'était ce que j'essayais de faire. Puis ça m'a vraiment permis de mieux m'outiller pour accompagner, dans le fond, les deux pôles ensemble qui sont indissociables parce qu'on existe avec nos enfants. Là, oui. Fait qu'on peut pas attendre. Fait que c'est pour ça que des fois, je parle de décompartimenter ma parentalité. C'est pas un silo. Là. Je peux pas travailler sur mes propres croyances puis après ça, aller accompagner mon enfant. T'sais. Je dois utiliser le miroir de mon enfant pour venir faire le ménage de mes croyances puis prendre soin de moi, pour être capable de prendre soin de lui, puis de eux, puis tout ça ensemble. Fait que ça a été ça, mon chemin. Oui. Mais moi, c'est vraiment... Ça me rejoint tellement. Ça me parle tellement beaucoup. Puis, tu sais, ici, il y a une phrase que je répète souvent, c'est que la petite enfance, ça dure toute la vie. Puis c'est avec ce regard-là de nos gestes, les choix qu'on fait avec nos enfants, ils vont avoir un impact toute leur vie. Mais nous, actuellement, notre petite enfance, elle a encore un impact sur ce qu'on est en tant que parent puis ce qu'on est en tant que personne, tu sais. Fait que cette phrase-là, je la dis souvent, mais justement parce qu'elle vient dans les deux sens, tu sais, dans nos gestes, mais dans ce qu'on est en ce moment aussi, tu sais. Tout à fait. Fait que, parce que c'est une construction. Chaque bloc se bâtit, s'ajoute pour la grande construction de l'humain, tu sais. Et en même temps, je dis aussi beaucoup la phrase que, tu sais, tout passe, this too shall pass. Oui, la petite enfance se termine, mais les impacts de nos choix et de l'accompagnement restent. Puis là, on va se donner un break. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Non, c'est ça. C'est correct. C'est juste de mettre une ambiance sécuritaire à la maison, dans la relation, le plus souvent qu'autrement, que ce soit le baseline. Parce qu'on l'échappe tout un moment donné, c'est correct. On apprend à réparer puis à reprendre responsabilité pour créer un espace sécuritaire plus souvent qu'autrement. Okay, pour pas capoter, là. Non, c'est ça. Puis, ben c'est ça. On a choisi ensemble d'aborder aujourd'hui, de parler plus en profondeur de la régulation, de la co-régulation avec nos enfants. On dirait que j'arrive pas juste à dire co-régulation avec nos enfants parce que... C'est insuffisant. C'est ça. C'est incomplet. On n'a comme pas le choix de parler de la régulation pour aborder la co-régulation parce qu'il y a comme une pyramide parce qu'au final, ce qu'on souhaite offrir à nos enfants, c'est qu'en grandissant, ils puissent s'auto-réguler. Mais à la base, ça commence par une régulation de l'adulte qui va pouvoir offrir la co-régulation à son enfant pour qu'éventuellement, lui puisse atteindre un niveau où il va pouvoir s'auto-réguler. Mais on vit justement dans une société qui va vite, qui a beaucoup d'exigences envers les enfants, puis on souhaiterait qu'ils puissent s'auto-réguler tout de suite, mais c'est impossible.
développemental parlant. Puis ça s'apprend pas, ça se vit, ça se ressent. Puis c'est à force de l'avoir senti justement qu'on finit par tu sais, que ça émerge ensuite parce qu'on l'a reçu. T'sais. Exact. Oui, c'est un apprentissage qui se fait pas de façon intellectuelle, mais qui se fait par le corps et par le développement du cerveau. Donc, ça prend les expériences de co-régulation pour avoir la capacité de s'autoréguler réellement. Parce que des fois, on a la perception nous ou un adulte qu'on connaît, il est tout le temps régulé, il est tout le temps calme, ou il n'est jamais emporté par ses émotions. Il est peut-être juste en effacement, puis en mode freeze. On pourrait commencer par ça. C'est quoi pour toi de la régulation? Mettons, quelqu'un qui est régulé, ça ressemble à quoi? Ça a l'air de quoi? Parce que être calme ne veut pas dire être... en fait, avoir l'air calme ne veut pas dire être régulé. En fait, j'aime bien rappeler que, justement, dans l'autre sens, être régulé ne veut pas dire être calme. La régulation, la façon que je l'aborde, c'est, dans le fond, c'est d'être capable de rester branché à sa présence, au moment présent, à la verticalité du moment présent. Donc, de ne pas se projeter dans le futur, pas utiliser les données du passé qui viennent dans notre subconscient pour réagir à ce qui est devant nous ici, maintenant. Donc, rester branché à notre système ventral, qu'on appelle, mais c'est une fenêtre. Donc, ça ne veut pas dire d'être toujours calme et mielleux et passif. Non, des fois, il y a des situations qui demandent qu'on s'engage avec une certaine attitude combattante. Là. On a j'essaie de le traduire. Je l'ai tout le temps en anglais. Mais c'est pas grave, je veux pas aller dans les mots techniques, mais on a besoin de s'engager de façon très active. Donc, on va utiliser l'énergie du combat ou pas nécessairement du combat négatif, mais de l'engagement avec beaucoup d'énergie pour certaines situations. Mais on reste branché. Donc, quand on reste branché dans notre système ventral, on est régulé, on voit l'autre, on comprend notre bagage intérieur, on comprend les différents aspects de la situation. Dans une situation X avec notre enfant, je bouge beaucoup. C'est correct. Dans une situation X avec nos enfants, il y a tellement d'éléments invisibles qui viennent créer la situation qui est devant nous. Donc, quand on reste branché dans notre ventral, quand on reste présent, on est capable de voir une majorité, on n'est pas obligé de tout voir, une majorité des éléments qui viennent se cacher derrière ce qui se passe avec notre enfant, puis ça nous donne de la perspective, ça nous donne un pas de recul. Donc, des fois, on a besoin d'être activé, rester branché, mais être activé. Des fois, on a besoin de rester branché puis d'être calme et silencieux, le contenant, ça dépend de la situation. Donc, pour moi, être régulé, c'est d'être capable d'avoir cette danse entre notre point central, énergisé, engagé, mais sans tomber dans l'hyper-activation, puis ou de rester très calme, puis d'être capable de venir justement calmer les ardeurs, la peur qui pourrait émerger, puis de rester calme, puis de venir s'engager dans le silence et le contenant, dépendamment de la situation. Fait que c'est cette danse-là, adaptable, moment par moment. C'est ça, c'est dans le sens où je pourrais être obligée de réagir ou parler avec vigueur, puis être très régulée. Exact. Puis je peux être dans un moment où je dois être assise, à ne pas parler, puis être juste dans l'accueil, puis je suis aussi dans la régulation. Exact. Tu restes connecté à la réalité qui est devant toi, à la réalité de ton enfant, parce que ça prend, dans la théorie polyvagale, ça a été étudié qu'il faut rester engagé dans le système ventral pour être capable même de compassion et d'empathie envers l'autre, pour être capable de voir l'autre, puis pour être capable d'autocompassion aussi. Donc, c'est de reconnaître les signes à l'intérieur de notre corps, que là, on se laisse peut-être emporter par une peur du futur. Puis là, je dis le mot peur. Souvent, les gens sont là, moi, j'ai pas peur. Il y a beaucoup de choses qui se cachent sous la peur, beaucoup d'émotions qui se cachent sous la peur qu'on n'attribue pas au mot peur. Okay. Un certain malaise, l'anxiété, l'anticipation. Mon enfant frappe. Il y a une grande peur non dite que mon enfant va toujours frapper. Moi, c'est exactement ça. Je l'ai déjà nommé ici. C'est un de mes combats, c'est
c'est ça, cette anticipation-là, quand il y a un comportement plus difficile, on dirait que je suis toujours plus emportée par le hey, là, il faut que ça stoppe vite parce que ça, j'ai peur que ça reste. Ça, c'en est un. Moi, je trouve que c'est un bon exemple d'un. C'est moi qui réagis. Je le fais pas souvent, j'essaie de pas trop le faire. J'aime mieux qu'on soit dans l'ouverture, mais celui-là, c'est ça. Puis c'est correct, on est tous humains, puis on a tous, justement. Puis il y a personne, on connaît toutes ces affaires-là, puis il y a personne qui est capable d'être régulé 100% du temps non plus. Ben non, c'est normal, parce que qui a été accompagné de cette façon-là dans son enfance? Appelez-moi. Ouais, Salut, appelez-moi, j'aimerais ça vous parler. C'est extraordinaire. C'est un grand cadeau. Donc, c'est ça, pour moi, être régulé. Puis, tu sais, c'est ça l'exemple, moi, de l'agressivité, tu sais, pour pas essayer de nommer que ton enfant est agressif. C'est un geste agressif. Tu sais, moi, ça, c'est mon plus gros déclencheur. C'est vraiment là-dessus que je dois travailler, que je travaille et que je donne beaucoup d'amour à moi-même tout le temps pour rester dans mon centre, rester branchée et engagée parce que je dois réagir pour protéger puis créer un sentiment de sécurité. Ouais. Je dois pas surréagir parce que je l'ai expérimenté. Fait que tout le monde se dérégule encore plus, tu sais. Puis c'est un bon exemple aussi du lien qu'on faisait entre la petite enfance dure toute la vie, puis mieux comprendre l'enfance, c'est mieux comprendre la vie. Puis là, tu sais, par exemple, avec le comportement de l'agressivité, on le sait que quand on regarde d'un point de vue développemental, les enfants sont plus impulsifs, ils ont une énergie d'attaque, c'est de l'instinct. C'est pas parce qu'ils veulent mal faire ou qu'ils choisissent nécessairement ce comportement-là. Fait que, tu sais, quand on a mis tantôt de mieux connaître le développement, mais de mieux se connaître, donc de mieux comprendre nos peurs, puis de mieux comprendre l'enfance. C'est ce mélange-là qui est optimal pour réussir à retrouver cette régulation-là intérieure. Exact. C'est vraiment les aspects nécessaires à amener dans le melting pot quand ça se passe, tu sais. Puis, j'ai perdu mon idée. On parlait du mélange des deux, connaître le développement, se réguler nous, mieux se connaître. C'est ça, puis de ne pas amener le bagage. Ça va me revenir. OK. Non. Mais on n'a pas eu de place, beaucoup, en tout cas, beaucoup de gens n'ont pas eu assez de place pour ça. Puis maintenant, si on parle de régulation, de co-régulation, donc là, on a parlé de régulation, mais la co-régulation, c'est donc d'essayer d'offrir ce moment-là à nos enfants parce qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc, dans les grandes tempêtes, mais même au quotidien, d'offrir cette co-régulation-là. Comment tu la décrirais, la co-régulation? Bien, en fait, c'est d'être cet espace de sécurité pour que notre enfant puisse utiliser le pouvoir de notre propre corps. Hein. Tu sais, bon, notre système nerveux régulé, hein, notre système nerveux vient avec la capacité de neuroception qui est notre détecteur dans l'invisible, de ce qui se passe autour de nous avant même que ça monte à notre conscience. Donc, d'offrir, en fait, cet espace de sécurité à l'enfant qui est dérégulé pour qu'il puisse utiliser ça pour lui venir se réguler. Ouais. Donc, ça se passe tout dans l'invisible, là, mais tu sais, ça se passe de corps à corps, tu sais. Ça ne veut pas dire que l'enfant va avoir besoin du contact physique, mais c'est vraiment de venir montrer que, regarde, mon parent est mon allié, mon parent, il m'offre ce contenant pour mon grand déversement qui, moi-même, me fait peur. Parce que la majorité des enfants ne comprennent pas ce qui leur arrive, puis ils n'ont pas la capacité de créer du sens dans ce qui leur arrive, parce qu'ils n'ont pas la capacité de réflexion, d'auto-réflexion et de réflexion et de philosophie et de raisonnement parce que ça ne s'est pas développé encore dans leur cerveau. Donc, on ne peut pas demander à l'enfant de comprendre qu'est-ce qui est en train de lui arriver et de trouver des nouvelles solutions quand il est au sommet de sa vague émotionnelle. Il a besoin d'utiliser notre système nerveux pour réguler son système nerveux pour que tranquillement les chemins neuronaux se créent dans son cerveau sur comment ça se fait, tu sais. Comment? Puis, donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça, offrir l'espace de co-régulation. Et ça veut pas dire, c'est ça que j'allais dire tantôt. OK, j'ai retrouvé. Ça fait, tu connais? Ça veut pas dire que quand on sent qu'on est dérégulé, que là, tout est perdu.
Moi, ce que ça m'a le plus apporté, tout ce travail-là sur moi-même, de mieux comprendre, mieux me comprendre et apporter du soin particulier à moi-même, sur mon système nerveux, entre autres, ça a été que souvent, je vais commencer à l'échapper. Je vais sentir ma dérégulation. Puis là, je suis capable de rattraper. Fait que ça se peut que j'aille lâcher un gros cri ou un... Non, je crie pas, moi. Non, mais que j'aille... C'est une joke, là. Mettons, je peux avoir crié après mon enfant, puis en criant... Ouais. Ah, c'est mon symbole. Pas mon symbole, c'est mon signe. Je m'entends. Je fais « Oups, oups. » OK, là, je fais mes techniques de régulation, puis tout de suite, je l'adresse. « Oups, je l'ai échappé. Attends un petit peu. C'est pas toi, c'est moi. Ce sera pas long. Je me calme. On recommence. » OK. Puis là, ça vient pas créer de dommages permanents chez mon enfant. Puis ça vient pas non plus créer des dommages chez moi de m'écrouler sous la culpabilité parce que tout de suite, ça a été mon signal. Fait que là, je dis pas que c'est tout le temps tout de suite, mais avec la pratique, au lieu d'être vraiment long, puis que là, c'est des longs sermons, mettons, dépendamment de l'âge de l'enfant, des fois, on tombe dans les sermons plus vieux un peu, là, puis qu'on est activé, puis qu'on est vraiment menaçant pour l'enfant, puis que là, que ça dure, puis qu'après ça, tout le monde boude chacun de son bord, puis là, ça s'éternise. Versus, je suis en train de sentir que je suis dérégulée, j'ai commencé à l'échapper, je suis capable de l'attraper, puis de créer du sens immédiatement, autant pour moi que pour mon enfant, de dire « Wow, ça, c'était pas correct, je recommence. » Et là, ça montre aussi, ça modélise aussi à l'enfant que tout ça, ça prend, tu sais. Oui, puis encore là, c'est ça, c'est que tu le modélises. Nos enfants, ils apprennent vraiment beaucoup en nous regardant, en voyant ce qu'on incarne, pas avec ce qu'on leur dit souvent. Puis tu sais, surtout dans des grands moments de crise comme ça, ou des moments où c'est plus intense, tu sais, on n'apprend pas à nager à quelqu'un qui se noie. On lui lance la bouée, puis ensuite, on lui apprendra les techniques. Ben, c'est un peu ça qui se passe avec nos cocos, là, quand on est dans la grande émotion, puis qu'on voudrait... Là, c'est pas le temps de commencer à expliquer, puis là, il faudrait que... Puis non, là, on est souvent, là. Ce qui se cache, puis là, je suis désolée, je sais que c'est plate à se faire dire, mais souvent, ce qui se cache derrière notre réactivité face à une grande émotion de notre enfant, c'est notre propre malaise. Ouais. Tu sais, oh non, tu sais, il pleure, il pleure vraiment fort, ça me rend mal à l'aise. Puis des fois, on l'a pas conscientisé, on s'en rend même pas compte qu'on est très inconfortable avec les émotions de nos enfants, fait qu'on va peut-être essayer de l'atténuer, dire « pleure pas, c'est pas grave », ou tu sais, ou d'autres façons de réagir au lieu d'accueillir et de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir une réponse adéquate. Notre réaction, souvent, puis quand je dis réaction, ça peut être du shutdown aussi, là, de juste s'effacer, puis de couper la connexion par la déconnexion de soi ou la déconnexion à ce qui se passe. Mais souvent, ça, c'est des portes pour venir explorer qu'est-ce qui me rend mal à l'aise, qu'est-ce qui me rend inconfortable, tu sais. Puis, personnellement, un des morceaux qui m'a vraiment aidée à être vraiment confortable avec les grosses émotions de mes enfants, particulièrement un de mes enfants qui a des très, 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 très grandes émotions, encore aujourd'hui, ça a été d'explorer ce malaise-là. Pourquoi je suis inconfortable avec un enfant qui pleure, tu sais? Ouais. Puis je suis contente, je trouve que j'ai été gâtée par la vie d'avoir pu me poser cette question-là très, très tôt dans son chemin. Parce que ça a été vraiment des grandes... Son parcours a été traversé de très grands et très forts pleurs. Ça a été vraiment bénéfique pour moi là, d'utiliser la co-régulation puis de m'asseoir au milieu du salon avec mon enfant en pleurs dans mes bras puis à le bercer. Automatiquement, je rentrais à l'intérieur de moi puis je berçais cette partie-là de moi qui aurait peut-être eu besoin de ça ou qui aurait bénéficié de ça. Donc, je faisais mon processus de reparenting en parallèle, vraiment en même temps que j'accompagnais le besoin de mon enfant. Et ça a été une des choses qui m'a le plus permis de grandir dans ma parentalité. Là. Ah, c'est beau, de faire ce processus-là tu te l'accordais en même temps que tu l'accordais à ton Mais fils. si je ne m'étais pas posé la question au départ, j'aurais jamais pu me l'accorder. Ouais. Puis quand on accompagne nos enfants au sommeil, par exemple, des fois, on trouve ça très, très long. Puis des fois, on peut devenir dérégulé. Puis là, comment ton enfant peut se rendormir quand il est dérégulé? Ça aussi, ça a été une façon pour moi d'accompagner mes enfants au sommeil en les caressant. Bien, je me rappelais, moi, j'avais peur du noir. Fait que là, je vais parler à cette partie de moi, tu sais, qui avait
absence d'expérience, mais je vais lui offrir. Fait que veux pas, dans notre cerveau, ça vient vraiment créer l'expérience. Notre cerveau, il se rend pas vraiment compte de qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Fait qu'on peut le tricker un peu. Puis on peut venir s'offrir ça, puis ça fait vraiment du bien, puis ça fait vraiment une différence dans notre capacité d'accueil ensuite pour pouvoir offrir cette co-régulation-là à nos enfants. C'est incroyable parce que quand tu réussis à prendre conscience de ça puis à l'appliquer, tu viens te guérir puis t'appliques mieux pour ton enfant. Fait que c'est juste du beau, tout le monde va mieux. Puis à l'inverse, si on le fait pas, ben nos gestes, ils ont un impact. On n'a pas guéri nous, on n'a pas agi comme on le souhaite avec nos enfants, puis on finit par créer ce qu'on craint. Ils s'endorment pas, c'est long, mais là, je réagis fort, fait que je crée de la dérégulation, donc il est plus long à s'endormir, il est pas moins long. Fait que, on vient créer de la déconnexion, puis après ça, on se sent super coupable. Fait qu'on vient vraiment créer un cycle. Puis là, on parle d'endormissement, d'accompagnement au sommeil, ça veut pas nécessairement dire que c'est de ça que vous avez besoin, que votre enfant a besoin, là, tu sais. C'est déjà arrivé dans mes groupes de parents qu'il y a une maman tellement attentionnée à ses enfants qui est venue créer un besoin d'accompagnement au sommeil quand son enfant s'endormait vraiment parfaitement. C'est pas tous les enfants qui en ont besoin. Moi, j'ai un de mes enfants qui en a jamais eu besoin. Puis je peux-tu venir te coller 5 minutes pour moi? Pour moi. Et là, oui, 5 minutes parce que j'ai le goût de te coller, mais après ça, tu t'en vas. OK, parfait. Mais c'est ça, c'est d'être vraiment harmonisé aux réels besoins de nos enfants. Parce que là, on parle beaucoup dans les médias, on parle de plus en plus justement de toute la parentalité empathique, consciente, ou parentalité positive, mais moi, ça, c'est un terme que je n'utilise pas. Mais on en parle vraiment beaucoup, fait qu'on peut se dire « Ah, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse », mais non, observez vos enfants, ils vont vous dire exactement tout le temps de quoi ils ont besoin. Fait à travers tout ça, ce qu'on souhaite aussi, c'est de laisser de la place aux émotions de nos enfants, tels qu'ils sont eux, justement, parce que souvent, la façon dont ils vont les exprimer, ben, ça témoigne de leurs besoins. Exact. Donc, de quoi mon enfant a besoin, ça passe par l'expression des différentes émotions. Donc, il faut leur laisser de la place. Puis, nécessairement, si on veut parler de co-régulation, ben, on va parler de l'accueil de ces émotions-là, puis on le nomme à quel point c'est important. Comment ça se fait, ça, accueillir une émotion, tu sais? J'aurais envie qu'on donne peut-être quelques exemples concrets ou quelques gestes ou quelques mots. Tu sais, même des fois, quand justement on n'est pas prêt, mais qu'on a quelques petites phrases en tête, avant que ce soit intégré, qu'on le fasse un peu par automatisme. Juste de sortir des phrases toutes faites, puis à un moment donné, elles vont s'intégrer, puis on va trouver ce qui nous convient mieux. Tu sais, des fois, j'appelle ça c'est pas un bouclier, parce qu'au contraire, je veux pas me fermer, mais tu sais, d'avoir comme un outil déjà prêt. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser les métaphores sur l'eau pour les émotions. Là. OK. Je trouve vraiment que c'est aidant. Fait que justement, tu peux utiliser une phrase toute faite pour utiliser toi comme ancrage pour pas te laisser emporter par la vague d'émotions de ton enfant. T'sais. OK. Fait que souvent, je vais nous appeler les parents océans. Okay? On est immense, on est calme, on est grand, on a de la place. Puis les émotions de nos enfants et les nôtres, ce n'est que des vagues dans l'océan. Okay? Fait que ça donne vraiment une perspective détachée. Parce que oui, nos enfants doivent s'attacher à nous. Okay? L'attachement, c'est vraiment, vraiment important. Mais se détacher, pas se dissocier, là. Rester ancré, rester connecté, rester branché à la réalité, mais se déconnecter de l'intensité. Fait que ça donne vraiment de la perspective. Fait que moi, je me suis vraiment souvent répétée, en ce moment, je suis le parent océan, je suis le phare dans sa tempête, lui est dans ses vagues, puis il est vraiment pris dans les remous. Puis il faut juste laisser la vague monter à son pic, la laisser aller rejoindre le rivage, puis retourner à l'océan, tout simplement. Puis c'est tellement simple, mais tellement difficile à faire quand on est justement dans ce chemin-là de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis même mal à l'aise avec mes propres émotions? Est-ce que je suis capable de comprendre mes émotions? Est-ce que je le sais où ils se passent dans mon corps? Est-ce que je suis capable de les reconnaître? Est-ce que je suis capable de les nommer? Déjà, les nommer, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Daniel Siegel, il dit name it to tame it en anglais, mais en français, tu la nommes pour l'atténuer. Ouais. Pas que tu veux la réduire pour ton confort, mais nommer les choses donne de la perspective. Fait que déjà, leur intensité diminue. Fait que c'est tous des trucs qu'on peut se donner, nous, en tant que parents, si l'accueil des émotions est quelque chose avec lequel... Puis il y a certaines émotions... On parle d'accueil des émotions. Il y a certaines émotions qui ne vous rendront pas inconfortable, puis il y a certaines émotions qui vont vraiment
Ouais. nous rendre inconfortables, c'est tout lié à nos peurs puis aux expériences qu'on n'a pas eues. Fait que de commencer à explorer ça puis se poser des questions, écrire un peu là-dessus, ça nous donne des perspectives puis ça nous donne des trucs justement pour mieux accueillir certaines émotions que notre enfant peut avoir qui nous rend inconfortables. Puis il faut se rappeler aussi, moi j'aime vraiment le modèle de la main de Daniel Siegel, Oui. que tu sais, notre enfant, quand il est dans sa vague émotionnelle, son système est complètement absorbé par son émotion. Dans le fond, son cerveau, la partie de son cerveau qui est capable de réfléchir et d'avoir de la réflexion puis de comprendre un geste qui serait socialement plus accepté ou, tu sais, mais il est déconnecté. Ça, c'est la partie qui réfléchit de ton cerveau. Ça, c'est la partie qui est reptilienne. Pour ceux qui nous écoutent audio, t'as la main ouverte, les 4 doigts levés, mais le pouce baissé. Exact. Donc, la paume de la main représente le cerveau reptilien, donc le cerveau, les émotions, les réactivités, ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce humaine toutes ces belles années. Puis les doigts, quand ils sont baissés, c'est le cerveau supérieur que Daniel Siegel appelle. C'est la partie justement qui réfléchit, qui rêvasse. C'est les idées, les réflexions, toute l'intelligence humaine, rentrer en connexion avec les autres, tout ça. Puis le pouce, c'est la connexion entre les deux. Ouais. Donc, quand toi ou ton enfant est dans une grande, grande vague émotionnelle, le cerveau, ces deux parties-là du cerveau se déconnectent, puis la partie supérieure, les doigts levés, ne touche plus au pouce. Il n'y a plus de connexion qui se fait. Il n'y a pas de réflexion qu'il peut y avoir par rapport à ce qui se passe dans notre cerveau reptilien. Donc, avec la co-régulation, tranquillement, on vient rebaisser chacun des doigts et là, il y a de la discussion qui peut y avoir selon l'âge de notre enfant. Mais il ne peut pas avoir de la discussion quand il flip his lid, quand la vague est à son sommet. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est des trucs, même super, utiliser votre corps, tu sais. Pendant que ça se passe, tu peux utiliser un mantra, comme tu dis, tu sais, une phrase qui te reste branchée à ton système. Moi, je l'ai fait faire à mes enfants vraiment beaucoup, ça. OK. Puis là, mettons, moi, je commençais à être dérégulée. Je mettais ma main en position du cerveau, comme du modèle de la main, puis je regarde notre cerveau. Là, on est comme ça dans notre bagage émotionnel. Puis là, avec des techniques de respiration, j'ai aidé mon enfant à se réguler. Bien là, ça faisait baisser ses doigts ou des choses comme ça. Tu sais, ça peut être utilisé comme outil, là. Puis en même temps, ça aide à comprendre l'enfant que ce que tu vis, c'est pas mauvais. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est neutre, ça existe et c'est passager. Ouais. Puis après ça, on peut parler du message que ton émotion t'a apporté. Tu sais. Ouais. Pendant, de se rappeler d'avoir des phrases clés ou des mots qui nous font du bien. Toi, tu donnais l'exemple du parent océan. Donc, les grandes émotions sont comme des vagues. Donc, on les accueille et on n'est pas là pour les arrêter, ni les raccourcir. Ni les amplifier. Je suis désolée, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive vraiment très souvent aussi par notre propre... Parce que, tu sais, on peut être aussi surempathique. C'est un autre... archétype, tu sais, qu'on peut avoir développé sans s'en rendre compte par notre chemin de vie et devenir surempathique et devenir vraiment, vraiment amplifier l'émotion que notre enfant est en train de vivre et rendre la situation beaucoup plus grave ou terrible dans la perception qu'on en a et que l'enfant a par la façon qu'on réagit. Réagir, c'est pas juste la colère, tu sais. Oui. Fait que c'est toute réaction au lieu de réponse. Fait que, tu sais, oui, on peut vraiment amplifier des problématiques. Juste l'exemple d'un tout petit qui explore puis qui commence à marcher puis qui tombe. Puis quand on est des parents bienveillants, on veut vraiment bien faire. Puis « Oh mon Dieu, t'as-tu mal? T'es-tu correct? » Puis l'enfant, il était peut-être vraiment correct, mais t'as pas pris une pause puis t'as pas observé. Donc l'enfant se met à pleurer juste parce qu'il voit ton visage complètement terrifié. Ouais. Et là, son système nerveux, en voyant le tien complètement, les signaux de ton visage qui indiquent à son système nerveux que c'est vraiment grave, qu'est-ce qui se passe, bien là, il commence à pleurer. Tandis qu'il était peut-être juste vraiment correct, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de s'observer puis d'observer nos enfants. Il n'y a pas de phrase toute faite, il n'y a pas de modèle toute faite. Les stratégies, c'est pas ça, là. C'est observer vos enfants et observer soi, tu sais. Donc, on laisse de la place, on laisse du temps, puis on n'aggrave pas non plus. D'aller nommer, ça fait du bien aussi. Là, tu as nommé la phrase de Daniel Siegel.
Des fois, c'est juste ça aussi, justement, parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là d'aller nommer ou de mettre un mot. Puis ça fait une différence aussi entre le comportement de notre enfant, les gestes qu'il va poser, et l'enfant lui-même. Oui, alors, ça tu vient dois différence. être vraiment en colère pour faire ça. Tu sais, c'est pas juste l'enfant n'est pas son geste. L'enfant n'est pas Il n'est pas son émotion. C'est ça, c'est une passe, ça passe, tout passe. C'est vraiment comme une vague, justement. Exact. Fait accueillir, nommer, laisser de la place, n'est pas gravé. Ça, c'est tous des exemples de choses qu'on fait qui contribuent à la co-régulation, d'être cet espace-là pour nos enfants. J'ai parlé beaucoup de repos émotionnel aussi. L'adulte, c'est l'endroit, c'est le lieu. Puis, il y a des fois aussi où on confronte, puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres messages qui véhiculent aussi, que notre monde est difficile, puis il faut que nos enfants ils deviennent forts, puis... Mais, notre job de parents, c'est pas d'élever nos enfants pour qu'ils soient capables d'affronter le monde dur et cruel dans lequel on est en ce moment, tu sais. C'est justement d'élever des enfants qui vont être moins cruels, plus sensibles pour créer un monde meilleur. Oui. T'sais. Et la vie est déjà assez rough comme ça. Ils ont besoin d'espaces de repos émotionnel puis d'espaces de sécurité profonde pour grandir en résilience, pour affronter les aléas normaux de la vie qui vont venir de toute façon. On n'a pas besoin d'en créer des supplémentaires. Exact. Ça n'a vraiment pas besoin. Au contraire, il faut utiliser notre maison, notre refuge familial comme un refuge, justement, comme un lieu de sécurité profonde où tu peux être toi-même, où tu vas être accueilli, où tu vas apprendre aussi, tu sais, l'expérimentation sociale, tu peux la faire à la maison, tu sais. La résolution de conflits, c'est long à pratiquer, à apprendre. Ça prend de la pratique, ça prend de la répétition. Fait que, tu sais, d'avoir ce lieu-là où est-ce que l'enfant sait inconsciemment qu'il est en sécurité, tu sais, profonde. Tu sais, je parle beaucoup de sécurité intérieure, mais c'est vraiment profondément lié à la régulation, justement. C'est ça, c'est d'avoir cet espace-là que quasiment en rentrant chez toi, tu peux te réguler. Puis pour te réguler, ça se peut que tu aies besoin de faire une grosse crise. Tu sais, les enfants, les tout-petits, là, souvent, ils vont avoir besoin de vider leur sac à dos émotionnel, tu sais, qui ont accumulé toute la journée, soit à la garderie ou en maternelle. Tu sais. Puis d'avoir cet espace sécuritaire-là pour pouvoir venir vider le sac. Donc souvent même, des fois, je dis, tu sais, provoquer la crise un peu pour l'accueillir, pour pouvoir la besoin vider. de larmes, puis je le nommais. Des fois, il faut être comme l'élément déclencheur de ça pour que ça sorte. Ou tu sais, le fameux « calme-toi », mais des fois, c'est la crise qui est la façon de se calmer. On a besoin de passer par là pour atteindre un état d'apaisement. Exact. T'sais. Puis plus vieux, bien, c'est moins la crise que... et si ton enfant revient de l'école, puis il y a un surplus d'agressivité, il cherche le conflit. Tu sais, c'est un peu la même manifestation que le tout petit qui arrive à la maison puis qui a besoin d'avoir une grosse crise pour vider son sac à dos émotionnel. Fait que là, c'est de trouver des nouvelles stratégies adaptées à son âge pour venir vider son sac et pour pouvoir accéder après ça à la réflexion puis à avoir une conversation pour l'aider, pour qu'il sente justement. Mais si tout de suite, voyons, t'es donc bien fru, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Ça se peut qu'ils te le disent. Mais il y a bien des chances qu'ils soient en confrontation avec toi jusqu'à ce qu'ils puissent exploser. Fait qu'il y a des moyens qu'on peut les amener justement pour venir réguler. Là. Moi, chez nous, on a une petite trampoline dans notre salle, on prend des bains, retour d'école. Il y a toutes sortes de façons, dépendamment de l'enfant. Fait que c'est d'observer l'enfant de quoi il a besoin, ou peut-être qu'il a besoin d'aller lire, ou d'aller dessiner, ou de jouer activement dehors. Ça dépend vraiment des enfants et des moments. Mais, d'avoir différentes stratégies puis différents lieux, justement, pour aller répondre. Parce que même si on met toutes sortes de stratégies, ça dépend tellement de l'enfant. Puis même là, l'enfant peut va varier ses stratégies. C'est ça. Puis un enfant plus vieux, tu peux avoir cette conversation-là. OK, quand tu te sens comme ça au retour d'école, pense à ce qui te fait vraiment du bien, mets ça en priorité. Puis après ça, tu pourras venir t'intégrer dans la famille si t'as pas besoin, si tu ressens que tu n'es pas capable quand tu arrives de l'école de tout de suite te joindre à la dynamique familiale. Et c'est correct que tu aies utilisé un de tes outils qui te fait vraiment te sentir bien. Puis on est là si tu veux parler. Dépendamment, c'est vraiment dépendamment de l'enfant. Là. D'être le lieu refuge. Le lieu refuge. C'est ça. C'est l'adulte
on n'en fait pas plus ou on n'en fait pas trop dans ces moments-là. C'est l'adulte qui est responsable de la relation. Puis c'est normal, tu sais, de ça. La maturation cérébrale, ça prend jusqu'à 25 ans. Fait que, tu sais, là, on parle de nos petits cocos, là, tu viens de nommer un peu plus grand au retour de l'école. Puis on se dit, ben voyons, il est rendu grand, il est en 5e, 6e année, il devrait faire ça seul. Oh là, ils en ont tellement besoin. Mais on en a encore toujours besoin, même en tant qu'adulte. On en a toujours besoin. C'est pour ça que quand on file pas puis qu'on appelle notre ami, ça fait tellement du bien. On a outgrow. On a notre besoin de co-régulation ne s'estompe jamais. Même si on est capable, en tant qu'adulte, on espère, d'une certaine autorégulation, on a toujours besoin de co-régulation. On est des êtres sociaux, donc aussi bien l'utiliser à la maison comme micro-laboratoire refuge de « OK, on est tous en train de l'apprendre. Non, comme encore là, si vous l'avez appris quand vous étiez tout petit, génial, appelez-moi. Mais tu sais, on est tous en train de l'apprendre, donc créons ce refuge pour mettre en valeur cet aspect-là de notre humanité, plutôt que se dire on est humain, fait qu'on l'échappe, on crie. C'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire être un humain aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup plus évolué, justement, avec notre cerveau supérieur, pas supérieur en tant que supérieur, mais la partie supérieure de notre cerveau, le cortex préfrontal, toutes ces parties-là, nous permet cette réflexion-là, ces pensées-là, ce regard tourné vers l'autre. Donc, créons-le à la maison du mieux qu'on peut. Et personnellement, quand je m'engage dans ma parentalité de cette façon-là, ma parentalité est simplifiée. Elle est beaucoup plus légère. Il y a beaucoup plus d'harmonie. Tout le monde peut s'exprimer dans son authenticité. Donc, harmonie ne veut pas dire que tout le monde est mielleux puis tout le monde va bien. Tout le monde va pouvoir dire vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est plus simple, c'est plus sain, c'est plus facile avec des guillemets, on s'entend. Oui. Mais que la fuite, que dire « arrange-toi, je dois faire le souper », puis tout le monde est déconnecté, puis finalement, on se sent tellement lourd qu'on voit la parentalité vraiment plus lourde, finalement. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile. Ça pèse beaucoup plus sur nos épaules. On rajoute de la charge mentale parce qu'on y pense de façon très négative aussi après, puis on se sent coupable et tout ça. Donc, la proactivité, c'est vraiment un des piliers nécessaires pour s'alléger aussi la parentalité et offrir l'authenticité, l'attachement à nos enfants. Oui. C'est ça, de leur laisser toute cette place-là, puis je reviens avec le lien de comprendre ce développement-là, de se rappeler que le cerveau se développe longtemps, qu'il a besoin de temps. Puis c'est juste que quand ça vient dans l'émotivité, on a de la misère à se ramener à ces choses-là qui sont plus rationnelles, comme le développement. Puis... Mais tu sais, on n'en voudrait pas à un enfant de 3 ans qui n'est pas capable de faire 3 plus 3 parce qu'il n'est pas rendu là dans son développement, dans son apprentissage. Mais on en veut à un enfant de 3 ans qui fait une grosse crise parce qu'il n'est pas capable de réguler ses émotions, tu sais. Ouais. Mais c'est la même chose. Il n'est pas rendu là, tu sais. Oui, exact. Puis on fait beaucoup de cas avec les émotions aussi. Mais tu sais, les émotions, c'est quelque chose qui passe, qui est passager, qui est normal, qui apporte un message. Tu sais, il y a un moyen de se détacher des émotions tout en prenant soin, tu sais, pour pas joindre l'émotion, puis elle t'appartient pas, cette émotion-là, c'est la sienne. Toi, ta job, c'est d'être le contenant, que ce soit de contenir les gestes d'agressivité qui viennent avec cette émotion-là ou de juste contenir sa peine, tu sais, d'être ce contenant-là pour que la vague se passe, puis qu'ensuite, on puisse avoir la conversation. Puis, tu sais, des fois, il n'y a rien l'autre bord, là. C'est juste une accumulation du trop-plein, puis un enfant ne peut pas faire autrement que de le sortir avec une de ces soupapes-là, tu sais. Agressivité, conflit, pleurs. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'autres soupapes quand la petite enfance. Fait que tu n'as pas nécessairement une théorie qui va sortir l'autre bord, là, tu sais. Non, c'est ça. Des fois, il ne faut pas non plus chercher toujours à comprendre c'était quoi. Des fois, c'est vraiment très vertical, vraiment, au moment présent, j'ai un surplus. Ben, c'est juste dans la nature de l'enfance. Exactement. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre explication plus théorique. C'est juste ça. C'est simple. Ouais. Et plus on va faire cet accueil-là, plus en tant qu'adulte, tu sais, ils vont avoir la chance de
comprendre leurs émotions, de ne pas se laisser emporter par leurs émotions parce qu'ils vont avoir cette espèce de détachement, mais être à l'écoute, rester branchés à ce qu'ils ressentent, créer du sens autour de ce qu'ils ressentent, comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent, sans non plus que ça devienne la grosse affaire, tu sais. Oui. Parce qu'au final, c'est un peu pour ça. C'est pour ça que là, on en a pris conscience puis on veut l'offrir pour pas que nos enfants soient obligés de se soigner comme nous, on le fait en même Tout temps. passer à travers ce processus-là. Exactement. Ils vont tout en avoir. Ils vont tout en avoir. Parce que justement, on n'est pas parfait. Ça prend beaucoup de générations, changer les approches, puis c'est normal. Il y a beaucoup de guérisons. Fait qu'il faut vraiment être humble aussi, là. Nos enfants vont avoir des trucs à gérer sur eux-mêmes. C'est normal. Mais on fait de notre mieux, puis ça nous fait du bien en même temps, ce processus-là. C'est ça souvent que quand même, dans Vivre simplement, tu sais, c'est de réaliser à quel point ça fait du bien à tous les membres de la famille, ces approches-là. Oui. Puis nos enfants, ils n'ont pas besoin d'un parent parfait. Ils ont besoin d'un parent imparfait qui le sait, puis qui est capable d'aller réparer, puis de suivre, puis de tenter de s'améliorer aussi. On fait toujours au mieux. Puis plus on prend conscience, plus on peut aller adapter nos comportements, nos gestes, prendre le temps de faire le retour vers soi avant ou pendant, ou après. En fait, mais ce qu'on peut. De le faire, tu sais, ce cheminement-là. Puis de toute façon, l'idée du parent parfait, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est tellement abstrait, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi que ce soit. Tu sais, les mots aussi vides de sens que parfait et imparfait. Tu sais, moi, je vous invite à juste les jeter à la poubelle, là, tu sais, parce que ça ne veut rien dire. Parce que ta perception d'un parent parfait va être vraiment différente de la mienne. Mais oui. C'est quoi, tu sais? Oui. Fait que... Mais oui, c'est ça. Nos histoires sont tellement différentes en plus que ça revient à ça. Qu'est-ce qui, moi, vient me déclencher va être complètement différent de ce que toi viens te déclencher. Puis ma vision du parfait ou de l'imparfait est complètement différente aussi. Puis, tu sais, puis aussi, tu sais, de se dire, tu sais, mon enfant a besoin d'un parent imparfait. Puis ça peut des fois être un petit peu un glissement pour se dire, bah, tu sais, je peux laisser... je suis fatiguée, là, je vais... Ah, ouais. Non, mais pas de la déresponsabilisation, là. Ouais, non, je le nommais pas comme ça. Non, je le sais. Mais c'est des fois une porte de ça glissement, pourrait être utilisé puis c'est correct, mais tu sais, de s'en rendre compte. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de pas utiliser ces mots-là dans le sens que, OK, là, j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce qui a fait que mon mieux était de cette façon-là, tu sais? Bon, ben OK, je me rends compte que j'avais pas mangé ou j'avais encore la tête pleine de telle inquiétude ou, tu sais, je ne me suis pas branchée au moment présent à ce que mon enfant est devant moi. Puis ça, c'est ma responsabilité première. De venir me présenter devant lui de façon très authentique et pas lui faire porter ce qui m'appartient, pas projeter sur lui ce qui m'appartient. Sa job à lui, c'est de projeter sur moi. Ma job à moi, c'est de ne pas projeter sur lui, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est plus des mots que moi, je vais utiliser dans mes réflexions. Les mots ont vraiment comme un impact, des fois, sur ce qu'on... sur ce qu'on ressent, puis vers où ça nous mène dans notre réflexion. Donc, il faut juste offrir... mais oui, mais tout à fait. Puis, c'est le processus... j'avais abordé avec Christelle Leto le processus de la culpabilité aussi, justement. Tu sais, que ce que tu viens de nommer là, puis de décortiquer, je le vois beaucoup comme ce processus-là actif de la culpabilité, qui est une émotion comme toutes les autres, qui a sa place, qui a son rôle, qui a son importance. Donc, justement, j'ai été imparfait, mais j'ai fait quelque chose qui ne m'a pas plu, donc qui a fait que j'ai pas été alignée avec mes valeurs. Puis là, je le laisse pas de même. Je le vois, je l'adresse, qu'est-ce qui s'est passé, je vais le comprendre. Puis je vais faire mieux ou je vais tenter de faire mieux la prochaine fois. Mais c'est ça, là, ma culpabilité s'en va parce que je l'ai adressée, je l'ai comprise. Tu l'as accueillie, tu l'as pas amplifiée. Parce que je trouve que dans les médias sociaux, la culpabilité maternelle est devenue comme ce grand chapeau facile à mettre, là. Il y a comme une partie de la culpabilité maternelle qui vient vraiment de la société, qui est une fausse culpabilité en soi, tu sais, qui est comme juste « Ah là, je me sens coupable parce que je suis allée souper avec mon ami. » Non. C'est ça. Non, c'est de la culpabilité qui vient de la société. Tu peux t'en rendre compte puis te dire « Non, je ressens pas vraiment de la culpabilité. Bye. » Puis après ça, tu as la culpabilité réelle qui est l'émotion à accueillir et à écouter pour comprendre où est-ce que je me suis désalignée. Puis que je peux venir prendre responsabilité puis prendre soin de moi, prendre soin de
de la personne, de mon enfant que j'ai peut-être blessée ou quand je me suis emportée, par exemple. Là, c'est beau parce que là, j'ai l'impression qu'on finalise tranquillement, puis là, on emmène, c'est des exemples de comment nous, on se régularise, là, dans le fond, ce qu'on vient de nommer. Puis je pense qu'on va prendre un autre moment ensemble pour aller plus profondément dans ce sujet-là, du comment nous, on prend soin, parce que, comme je l'ai dit en début d'épisode, pour arriver à faire de la co-régulation, il faut que nous, on soit régulés. Donc, j'ai envie de redire à quel point il faut prendre le temps de se retourner vers soi d'abord, pour ensuite tenter d'offrir le plus possible de co-régulation avec nos enfants. Ils ne l'apprennent pas par la tête, ils vont finir par l'emmagasiner, je sais pas, à force de le vivre puis de le sentir auprès de nous, à force de sentir qu'ils ont ce refuge-là auprès de nous, qu'on est tu as dit beaucoup, ce contenant-là de leurs émotions. Donc, la co-régulation. De leur entièreté, en fait. Oui, c'est vrai pas juste de leurs émotions, de vraiment, on est un contenant, un refuge contenant de ce qu'ils sont, de leur authenticité. Puis, je pense qu'on peut aussi nommer que c'est important que l'enfant, dans notre désir de créer ce sentiment de sécurité intérieure, je pense que c'est important que l'enfant voit que ce qu'il est et ce qu'il ressent ne nous terrifie pas comme adulte. Parce que souvent, on va se laisser emporter par ce que notre enfant vit, parce que c'est plein d'autres choses pas liées à la situation qui est emmagasinée en nous, qui revient puis qui prend le dessus sur la réalité. Mais pour notre enfant, c'est terrible. Oh non, ce que je suis est trop pour mon parent. Alors, soit que je m'efface, soit que je vais commencer à cacher ces aspects-là de moi-même puis à essayer qu'ils n'existent plus parce que je suis mauvais, tu sais. Fait que de se pratiquer dans notre fenêtre de tolérance, là, dans notre capacité à « Ah, je me dérégule un peu, je reviens au centre. OK, là, je suis ton contenant. » Tu sais, ça se fait en parallèle pour que l'enfant, justement, voit que hey, je suis pas trop pour mon parent. Ah oui, c'est tellement important. Ouais. Puis, ça revient à, tu sais, j'aime pas nécessairement tous tes gestes, tous tes comportements, mais je t'aime parce que tu es ce que tu es. Et t'es en apprentissage. Oui. Ouais. C'est vraiment beau. C'est une belle finale, je trouve. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas nommé, tu penses, ou quelque chose d'affaires. On pourra se reprendre. Parce qu'on pourrait continuer, c'est ça, super longtemps, mais je pense que ça vient quand même mettre une bonne base sur régulation, co-régulation, la place de l'adulte, puis le droit de nos enfants d'être tout ça. Puis notre responsabilité d'être ce contenant-là là, important pour eux. Pour longtemps. Pour longtemps. Oui. Ça, j'ai vu passer, j'arrête de parler après. Non, c'est correct. Une phrase l'autre fois d'un homme très, très, très riche, assez avancé dans sa vie, puis qui dit, tu sais, le plus grand succès dans la vie, c'est que tes enfants adultes aient envie d'être avec toi. J'ai trouvé ça magnifique. C'est magnifique. Puis c'est ça, parce que quand la relation est au cœur de tout, c'est ça qui arrive. Exact. Très beau. Merci. Merci. Merci pour cette belle discussion. Merci à toi.